étudiantes et étudiants, bonjour. C'est vraiment pour moi un honneur de passer cette journée du 7 mars, la journée des droits de la femme. Et dans l'introduction, je vais dire que ce mot fait peur à beaucoup, non seulement aux hommes, mais aussi aux femmes. Ce mot énerve même certaines personnes qui pensent souvent que la lutte est assimilée ou liée aux personnes qui sont hystériques et qui lient la lutte à des acteurs ou des femmes frustrées. Certaines personnes qualifient les féministes comme des personnes frustrées sexuellement. D'autres encore les qualifient de déséquilibrées. D'autres pensent que ceux qui luttent pour le féminisme sont des célibataires, des femmes difficiles, des moches, des méchantes, aux tendances des orientations jugées coupables. C'est donc un mot qui n'est pas compréhensif. Par ailleurs, certaines femmes, qui sont nombreuses d'ailleurs, et certains hommes, sensibles à la question des inégalités dans le monde, n'ont juré que par ce mot. Et donc, ils se sont engagés dans cette lutte. Une lutte porteur pourtant d'espoir, une lutte pourtant porteur de changement. Parce que c'est une lutte tout simplement qui veut que les hommes et les femmes vivent dans des communautés, dans des sociétés, en étant considérés comme égaux. Il s'agit d'un combat pour l'égalité homme-femme. Un combat qui interroge les relations de domination et de subordination existantes entre les hommes et les femmes. Pas un combat de physique, mais une lutte. Une lutte qui passe par des conscientisations d'abord des femmes, des conscientisations des hommes qui sont aussi appelés à la soutenir. Le terme féministe, qui n'a pas toujours eu une bonne presse dans le monde, surtout chez nous, en Afrique, et en particulier en République démocratique du Congo, c'est un terme qui veut tout simplement prôner l'égalité des chances ou l'égalité devant la loi. S'il faut parler de la définition, il n'est pas facile de définir le féminisme parce qu'il y a plusieurs théories et il n'y a jamais eu une théorie générale qui puisse parler du féminisme. Mais il n'y a que des courants. Il y a des courants qui présentent le féminisme, mais à terme de définition, laissez-nous vous dire que le féminisme, c'est une prise de conscience, d'abord individuelle. C'est pourquoi, au cours de la lutte, nous procédons par des conscientisations. C'est une prise de conscience d'abord au niveau individuel, puis une prise de conscience collective, suivie d'une lutte contre l'arrangement des rapports entre les hommes et les femmes. Et c'est à partir de là que, comme les gens ne savent pas bien interpréter ou comprendre avec le même sens le mot féminisme, il y a trois courants. Mais le courant qui va nous intéresser, c'est le premier. Il y a le féminisme libéral égalitaire qui prône rien que l'égalité devant la loi. Il y a le féminisme de tradition socialiste qui insiste sur les droits au travail. Et il y a le féminisme radical. C'est maintenant là des femmes, peut-être que madame la psychologue peut appeler des malades mentales aussi. C'est donc des femmes qui on dirait qui est porteuse de blessures et ayant été victimes de marginalisation, de discrimination, se sont levées
et ont fait une sorte de révolte et ne veulent pas attendre de parler des hommes. Et ce sont ces gens de femmes qui embrassent ce que nous appelons ici l'homosexualité. Et pour les femmes, c'est aussi grave que pour les hommes, parce que ça touche la psychologie de la personne. Je vais me réserver de continuer, parce qu'ayant devant moi une psychologue, une spécialiste. Alors, j'ai dit que le courant qui va nous intéresser, c'est le féminisme libéral, égalitaire. Parce que nous-mêmes, devant vous n'étant pas pour le radicalisme, étant jalouse de la conservation de certaines de nos traditions qui imposent les rapports entre les hommes et les femmes, étant aussi respectueuse de la Bible, qui a été claire quant à ce qui concerne les rapports entre les hommes et les femmes, nous prenons donc le féminisme libéral égalitaire. Ce courant dit seulement que les femmes et les hommes doivent vivre sans discrimination. Et donc que nous sommes égaux devant la loi. Nous sommes égaux s'il s'agit des traitements. Si nous sommes à l'école et qu'il y a un problème ou s'il y a une opportunité, alors il ne faudrait pas qu'on puisse me laisser à côté parce que je suis femme, mais qu'on puisse voir mes compétences et considérer aussi ma candidature à cette opportunité. Je serai brève et je vais plutôt vouloir que nous puissions faire le débat. Mais ce courant parle beaucoup plus de liberté individuelle. Et c'est ce qui est bon dans ce courant, parce que l'égalité au niveau individuel, cela veut dire que c'est lié au droit. Même si nous avons des droits collectifs, mais ici ça insiste sur le droit individuel. Et c'est là où il y a égalité. Parce que les hommes et les femmes ne seront jamais égaux si on ne tient pas compte aussi des compétences des uns ou dans l'un ou l'autre cas. L'égalité complète plutôt, permettrait aux femmes de participer pleinement à la gestion de la société. C'est la raison même de notre lutte. Nous voudrions bien qu'en accordant des chances égales aux femmes comme aux hommes, cela permettrait aux femmes de pouvoir mettre leur potentiel à la communauté ou au développement de nos sociétés. Et donc le féminisme libéral égalitaire n'est pas à son lever, mais juste les radicales qui ne cadreraient pas peut-être avec nos mœurs. Et comme la lutte pour l'égalité des chances doit être aussi adaptée au contexte où les activités où les femmes se retrouvent, nous personnellement au niveau de notre organisation, nous prenons plutôt ces genres ou ces courants de féminisme parce que respectant certains principes divins, mais aussi respectant certaines traditions de chez nous, la tradition étant aussi une valeur et une richesse. Et en parlant de ces courants, nous allons directement parler du deuxième point qui est l'égalité. Un courant qui prône l'égalité, et donc ça va nous amener directement à parler de l'égalité. Et l'égalité, c'est pas au juste. L'égalité par rapport à notre lutte pour les droits des femmes. Aussi à ce niveau, même si l'égalité c'est une valeur sociale, mais il faut dire que l'égalité des chances est une notion complexe qui pousse souvent à des interprétations différentes aussi. Le terme égalité est en effet polysémique et donc sujet d'interprétations différentes. Mais l'objectivité dans la définition donnée dans ce thème, ça va nous amener à comprendre que l'égalité c'est aussi
et c'est aussi proche de la volonté divine. Définition donc de l'égalité des chances. C'est une vision de l'égalité qui recherche à faire en sorte que les individus disposent des mêmes chances, des mêmes opportunités de développement social, indépendamment de leurs origines ou de leur sexe. C'est par exemple la famille où je suis parent et que je voudrais soutenir mes enfants qui ont déjà peut-être terminé les études et je voudrais leur apprendre qu'à part leur profession, ils peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat. Si je voudrais donner $1000 à chaque enfant, l'égalité des chances veut dire que je donnerai 1000 et pour les filles et pour les garçons. Et pas dire, comme toi tu es garçon, je vais te donner plutôt $1500 et toi fille, je vais te donner $200. L'égalité des chances veut dire que si l'IBTB peut par exemple être recruté, même si je ne sais pas le nom de recrutement, et qu'il y a une offre d'emploi, si je viens comme candidate pour le poste de chargé de communication, et que mes amis, par exemple, Manzeke viennent, et qu'il y a un test, il faudrait qu'on ne puisse pas voir déjà que Madame Rose ne peut pas être retenue parce qu'elle est une femme, elle peut mettre au monde et donc elle peut empêcher l'avancement du travail. Mais que l'IBTB et que les gestionnaires comprennent que mes juges à partir de mes compétences, qu'ils corrigent lié que les réponses aux textes qui ont été présentés devant nous comme candidats. C'est ça seulement l'égalité des chances. Il faut seulement les comprendre par des petits exemples comme cela. Et l'égalité des chances, s'il faut aller plus loin, consiste principalement à favoriser les populations qui ont été victimes de discrimination. Et ce sont les femmes, justement. Si aujourd'hui nous sommes en train de lutter pour l'égalité des chances et l'égalité entre hommes et femmes devant les lois, c'est parce que les femmes ont été victimes pendant longtemps de discrimination. Dans certains pays, les femmes étaient même privées des droits de vote. Elles ne pouvaient même pas voter parce qu'elles étaient considérées comme des personnes n'ayant pas la capacité de prendre un bon choix pour l'avenir du pays. Non seulement en Europe ou aux États-Unis, même à RDC. Les gens qui lisent l'histoire comprendraient qu'en période de Mobutu, s'était passé, il y avait des élections qui ont été organisées, mais pour ces premières élections, les femmes n'étaient même pas considérées comme des électrices. Dans nos familles, lorsque les parents meurent, on ouvre ce qu'on appelle succession. Mais les femmes sont marginalisées. Si papa a laissé 3 parcelles ou 5 parcelles, souvent c'est donné au seul garçon. Pourtant, la loi est claire. Nous parlons donc de la discrimination lorsqu'il y a une violation délibérée des principes légaux, lorsqu'il y a une violation délibérée des prescrits de la loi. Alors que la loi est claire à ce sujet, que tous les héritiers doivent bénéficier à part égale de l'héritage de leurs parents décédés, mais au moins dans la vie pratique, nous nous distinguons dans les discriminations à l'endroit des jeunes filles. Nous ne pouvons pas parler de l'égalité sans évoquer la Déclaration universelle des droits de l'homme, où d'ailleurs pise beaucoup d'articles, plusieurs positions du monde. Déjà, son préambule, il stipule tous les êtres naissent libres, en dignité et en droit. Nous sommes donc protégés par
il y a plein de textes qui nous protègent, des textes de lois organiques dans notre pays. Je cite par exemple le Code du travail qui nous protège déjà, qui nous donne même le droit aux heures d'allaitement des enfants, qui nous accorde même le droit de maternité, 14 semaines, et une loi qui reconnaît donc la force aussi de la maternité et la liberté aussi et de la femme à pouvoir encadrer son bébé. Au niveau du code de la famille, il y a aussi une promotion de l'égalité pour ce qui concerne la gestion de la famille. L'égalité ne concernant pas seulement les droits, on a insisté que nous aussi, en tant que femmes, pour montrer que nous sommes égales aux hommes, nous devons aussi contribuer à la survie de notre ménage. Donc, l'égalité ne nous donne pas seulement les droits, mais ça nous donne aussi des responsabilités en tant que femmes. Parce que lorsque nous jouissons des droits, mais certains de nos droits doivent être imposés ou être respectés si et seulement si nous sommes acquittés aussi des responsabilités. Quels sont les défis alors à l'égalité entre les hommes et les femmes? D'abord, c'est la mauvaise interprétation de la lutte ou des concepts. Non seulement par les hommes qui veulent conserver leur pouvoir d'hommes, mais aussi par certaines femmes, flattées par les hommes, qui leur disent seulement que mener une lutte pour l'égalité des chances, c'est donc mener une lutte contre les hommes. Pourquoi? Pourtant, ce n'est pas cela. Mener une lutte pour l'égalité des sexes ou l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est plutôt mener une lutte pour la complémentarité. La complémentarité entre l'homme et la femme, qui est aussi une volonté divine. Lorsque Dieu a créé la femme, il a qualifié de l'aide à l'homme. N'est-ce pas là une complémentarité? Et comprendre la lutte pour l'égalité des chances, ou la lutte pour l'égalité entre les hommes et la femme, c'est seulement le comprendre à ce niveau. La volonté divine, nous devons être, nous sommes égaux devant la loi, nous sommes égaux lorsqu'il y a des chances ou des opportunités, mais Dieu a voulu que nous venions pour compléter les hommes. L'autre défi, c'est le manque d'engagement de l'homme dans la lutte, ce que nous appelons la masculinité positive. Certes, il y en a des hommes qui se sont engagés dans la lutte, mais beaucoup sont ceux qui tardent à s'engager ou à soutenir cette lutte, parce que la considérant comme une lutte contre leurs intérêts, une lutte contre leur autorité. Troisième défi, c'est l'amour qui est facile dans le cas des femmes. Plusieurs femmes n'aiment pas fournir des efforts. Elles aiment donc la facilité. Ça a été condamné par un prédécesseur parce que celles qui aiment la facilité sont, par exemple, les étudiantes qui vont chercher les postes sexuellement transmissibles parce qu'elles ne veulent pas se concentrer aux études et voudraient obtenir des points sans effort. Mais ceci, c'est vraiment un grand défi à l'égalité des chances. Parce que lorsque vous terminez les études, par cette situation, en bénéficiant seulement de postes sexuellement transmissibles, vous n'êtes pas en mesure de vous défendre lorsque vous aurez un emploi. Et vous ne serez pas en mesure de vous défendre. Et donc, il sera difficile pour vous d'obtenir une promotion. Et nous, les femmes, nous crierons peut-être encore à la discrimination. C'est donc un grand défi que nous devons relever. Et comme je suis devant des jeunes filles, j'insiste donc que l'égalité doit se préparer déjà dans nos familles, lorsqu'ils sont à l'école,
nous devons mériter nos prêts, nous devons mériter nos diplômes. C'est à ce moment-là que, même au niveau des auditoires, on va nous considérer. Parce qu'on ne peut pas parler d'égalité sans une bonne considération de notre image en tant que femme. Et les derniers défis que nous pouvons citer, c'est le découragement au cours de la lutte. Je prends ici l'exemple des femmes politiciennes qui veulent contribuer aussi à la gestion du pays. Beaucoup d'entre elles, lorsqu'elles ratent les élections ou n'ont pas été élues, elles ont tendance à baisser les bras et à se décourager. Contrairement aux hommes qui peuvent même postuler plus de 6 fois, pendant qu'ils sont en train de ne pas être élus, de rater les élections. Et donc, ceci nous interpelle, nous les femmes, lorsqu'il y a un échec, si vous-même vous êtes à l'école et que vous avez échoué, vous n'avez pas monté à la promotion suivante, vous ne devez pas vous décourager, mais vous devez plutôt avoir le temps de réfléchir si ce qui a été le problème et chercher toujours à avancer. Malheureusement, nous sommes caractérisés par les découragements. Alors, quelle est l'égalité des chances ou l'égalité entre les hommes et les femmes que nous voulons? Parce qu'il ne suffit pas de lutter pour l'égalité, comme si nous attendons des faveurs, mais il faut lutter pour une égalité des chances basée sur les valeurs. Et donc, en premier lieu, nous allons citer ici une égalité basée sur la méritocratie. Souvent, quand nous faisons des plaidoyers pour l'égalité des chances, les hommes nous imposent aussi nos faiblesses. Mais nous devons faire tout pour mériter. L'égalité des chances et la méritocratie sont des principes de justice, mais qui marchent toujours ensemble. Parce que, même si j'ai dit égalité des chances pour l'emploi, on ne peut pas me considérer comme gagnante, candidature gagnante, si je n'ai pas mérité, si je n'ai pas bien répondu aux questions. Mais je dois le mériter. Et si je suis déjà embauchée par la grâce divine et qu'au fait, on organisait une évaluation des agents de mon entreprise, il faudrait que ma fiche d'évaluation puisse montrer que je suis une femme qui mérite. Et ça se prépare. Ça se prépare par la concentration aux études, ça se prépare par la prise au sérieux des études pour que nous puissions mériter ce que nous sommes. Je me souviens qu'en 2018, nous avions vu sur les réseaux sociaux une femme qui a été nommée ministre provinciale de l'information, des informations et de la communication, porte-parole du gouvernement provincial du Maniema, la province du Maniema. Et puis, comme porte-parole du gouvernement, elle doit quand même être devant la presse chaque jour régulièrement. Et à sa première sortie médiatique, c'était vraiment malheureux. C'était une catastrophe. C'était une femme qui était là devant, avec des souffleurs comme si c'était une pièce de théâtre. Et d'autres personnes étaient en train de souffler. Et vous savez, même si vous jouez, vous jouez à une pièce, si vous êtes en mesure de capter facilement, si vous avez une certaine intelligence. Mais si vous n'avez pas une certaine capacité, vous ne pouvez même pas bien répéter ce que le souffleur est en train de dire. Et cette femme-là n'avait même pas fini à prononcer 2 phrases, je vous assure, avant qu'il ne se taise carrément et que les journalistes ne se volontarisent. Et la conférence de presse s'était terminée à Québec. Et c'était la honte. La honte est pour elle, mais aussi pour toutes les femmes, parce que souvent, on a tendance à généraliser toutes nos situations. C'est pourquoi nous avons le devoir, en tant que femmes, de relever les défis et d'éduquer celles qui sont encore jeunes pour qu'il y ait, à partir d'aujourd'hui, des femmes capables, des femmes compétentes et que l'image de la femme aussi soit jugée ou soit
soit vue par cette bonne image qui est la compétence, la méritocratie et tout ce qui est bon en termes de défense et dans les entreprises.